20h30 sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Attaque de Boko Haram, coup de colère contre coup de canon. Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration condamne les derniers assauts de la secte dans l'extrême nord. Fayengo Francis était face à la presse ce lundi à Yaoundé. Son appel à la paix tonne dès l'attaque du 20h30. Baccalauréat 2021, les lauréats au carrefour de l'offre et de la demande en formation. Les portes des universités et grandes écoles s'ouvrent enfin aux admis. Lecture de l'avenir dans le supérieur, dans ce journal. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, enjambée de la CRTV vers le tirage au sort. Compte à rebours dès ce soir sur les antennes de l'Office pour montrer les préparatifs de l'événement prévu ce 17 août à Yaoundé. Voilà pour les titres. Commençons par un geste barrière et un message du président de la République avant les détails. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est un homme courroucé qui s'est adressé à la presse ce lundi à Yaoundé. Le coordonnateur du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration condamne les dernières attaques perpétrées par la secte terroriste Boko Haram. Fayengo Francis réitère par ailleurs l'offre de paix du chef de l'État Paul Biya. Augustin Guizana. C'est avec regret que le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a appris les récentes exactions de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord en dépit de l'offre de paix du président Paul Biya. L'ensemble du comité, par ma voix, adresse ses sincères condoléances aux familles durement éprouvées et condamne fermement cet acte terroriste. Face à la presse, le coordonnateur du CNDDR dira qu'il est important que les combattants cessent cette activité criminelle sans lendemain et les exhorte à faire comme leurs camarades d'armes qui ont saisi la main tendue du chef de l'État. Le centre compte à ce jour 727 ex-combattants ayant déposé les armes. L'État prend de ces faits des mesures nécessaires et fiables afin d'assurer l'accompagnement de ces ex-combattants. Il a par ailleurs salué la collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles, les forces de défense et de sécurité dans l'extrême nord et même les pays voisins. C'est dans ce processus d'accompagnement que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a instruit la construction d'un centre multifonctionnel DDR dans le village Mémé dans la région de l'extrême nord. Le coordonnateur du Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration n'a pas manqué d'étendre l'appel à l'endroit des groupes armés qui continuent d'écumer les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un parchemin décroché dans le dossier du 20h30 ce soir. Il s'agit du baccalauréat. Après les explosions de joie des candidats reçus à cet examen, place à présent au tourbillon des choix de formation à l'enseignement supérieur. Crayon à billes et bloc-notes en main, Elvire, Angéline et Ballet a fait le tour de quelques institutions universitaires de la capitale Yaoundé. Voici le relevé des filières en vue. L'orientation rassure. Plus qu'une formation, Stallone veut vivre de sa passion. Technique de laboratoire, c'est ça qui m'intéresse. J'aime cette filière parce que on fait des analyses labo. J'aime sauver des vies. Réussir son insertion socio-professionnelle nécessite un meilleur choix de filières en amont. Et dans ce boulevard des filières, la formation professionnalisante occupe une place de choix. L'opération de séduction est lancée et les offres des institutions universitaires est diversifiée. Nous avons des domaines assez sollicités. Nous avons le domaine de la santé, la filière études médico-sanitaires, sciences et techniques biomédicales, où nous offrons des formations assez pointues en ce qui est des sciences infirmières, sages pharmaceuticiens, techniques de laboratoire, techniques pharmaceutiques, odontostomatologie.
Parlant toujours des domaines assez porteurs, nous avons le secteur de l'agronomie. Nous avons également comme domaine assez sollicité le domaine de la gestion. À ces filières porteuses, des innovations à assurer l'avenir des nouveaux bacheliers. Le génie civil a plusieurs spécialités, les bâtiments, les travaux publics et la topographie. Cette année, nous avons augmenté la géotechnique, qui sont des filières porteuses de l'heure au Cameroun. Des filières distinctes qui s'arriment aux opportunités du marché de l'emploi. Tous les chemins mènent à l'enseignement supérieur, c'est clair pour les bacheliers, mais pas forcément à l'étranger. La pandémie à coronavirus impose un filtre aux frontières. Parents et futurs étudiants se font donc assister par des agences capables de leur ouvrir les portes de l'étranger. Laurence Okalia. Traverser le bac pour arriver à l'étranger. Au Cameroun, nombreuses institutions servent de passerelle pour les étudiants désireux de traverser les frontières des pays et du Covid. Chez Crous, par exemple, depuis la pandémie, les étudiants sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte pour leur avenir. Ce que nous faisons par contre, c'est faciliter les formalités dans l'ensemble de demande de visa. Malgré la crise sanitaire, nous accompagnons les étudiants qui ont proposé l'étude en France. En Europe, rares sont ces pays qui ouvrent leurs frontières aux étudiants étrangers depuis le début de la crise. Contrairement à d'autres pays qui ont carrément fermé les frontières, la France par contre est assez ouverte pour accueillir les étudiants internationaux. Ça encourage les étudiants à se faire vacciner. Mais ce n'est pas une condition pour l'obtention de visa. En soi, il n'y a pas de véritable conduite à tenir pour faire face aux restrictions sanitaires. Néanmoins, il y a un accompagnement. Nous les préparons justement à leur arrivée en France. L'environnement n'est pas le même. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes. À défaut de l'Europe, le continent américain et quelques pays de l'Asie gardent leurs portes grandes ouvertes aux étudiants qui respectent les mesures barrières. Avec un taux de réussite de 73,37%, le baccalauréat 2021 fait un bond en avant de plus de 30% par rapport à l'année dernière. À la liesse des familles et lauréats, un écho dissonant comme un vent de soupçons de braderie de ces diplômes. Les responsables de l'éducation, eux, soutiennent et rassurent avoir simplement rendu une copie exemplaire conforme aux performances. Daniel Menanga. Explosion de joie, plus vive au baccalauréat de l'enseignement général 2021. De 47,22% la session dernière à 73,37% cette année. Un taux de succès fulgurant malgré la crise sanitaire. La pandémie a donné lieu à des méthodes différentes de prise en charge des élèves. Bienvenue enseignant est engagé depuis 2020 dans le programme Distance Education. Il y a eu, avant les examens, des séances de révision. Tous les établissements des 4 coins du pays ont pu recevoir les tablettes. Cette année scolaire également, les élèves de classe de terminale expérimentent l'approche par compétences malgré la surprise à l'examen. Dans les considérations de cet environnement de la réforme des programmes, il y a une notion, la note éliminatoire qui a disparu en période de réforme. Dans la banque des sujets de l'Office du baccalauréat, il est demandé de composer les sujets d'examen. Ça nous fait du 60% contre 40% pour nouveaux et anciens programmes. Un bilan plus exhaustif des résultats aux examens officiels 2021 est annoncé pour bientôt au ministère des Enseignements secondaires. Dans le sud-ouest, l'actualité est marquée par la rentrée solennelle de la première promotion de stagiaires de la National School of Local Administration. Le directeur général de la NASLA, Tanyiti Koubaï, prescrit aux stagiaires discipline, tout simplement. Roger Samaki-Poro, à Boya. Ils sont plus de 300 stagiaires admis en formation à la National School of Local Administration pour une durée de 6 mois. La rentrée solennelle effectuée ce lundi marque une étape importante dans la vie de ces apprenants. Je me sens très émue, je suis contente. On aura beaucoup de défis à relever et j'espère que l'année va bien se passer. Le directeur général de cet établissement public chargé d'assurer la formation professionnelle dans les domaines de compétences et spécialités de l'administration locale invite les stagiaires à faire preuve d'assiduité et de discipline.
qu'ils profitent de l'environnement, mais aussi de la formation. Et pour cela, je les conseille d'être disciplinés. Ils sont là pour un objectif. La NAS là aussi a des objectifs. Notre objectif étant celui de doter les collectivités et les organisations auxquelles ils appartiennent d'un meilleur personnel au sorti d'ici. Selon les responsables, les cours en présentiel se feront dans le respect des mesures anti-Covid-19. La NASLA entend également relever le défi de la formation en ligne. L'Assemblée parlementaire jeune du Cameroun pour l'Union africaine a siégé ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. Un seul point à l'ordre du jour, la prestation de serment de 17 nouveaux élus, une cérémonie conduite par Bruno Ntsaga, le président de l'instance. Mathieu Kemgo. En recevant leurs écharpes, les jeunes parlementaires nouvellement élus prennent l'engagement de servir la cause qui est la leur, porter à l'attention des décideurs les problèmes que rencontrent les jeunes du Cameroun et de l'Afrique. Il est question pour nous de trouver des solutions aux différents problèmes qui minent déjà la jeunesse. Par exemple, nous avons des problèmes de formation, des problèmes de manque d'emploi, des problèmes de sous-développement. Parmi les 17 jeunes députés et sénateurs, 16 Camerounais et un Tchadien élus pour un mandat de 3 ans. Le président de l'Assemblée parlementaire jeune du Cameroun pour l'Union africaine a salué le courage de ces jeunes élus et fait part des avancées enregistrées sur le terrain. Nous sommes toujours dans ce même projet de un enfant, un acte que nous avons commencé dans la région du Sud. Les députés juniors sont en train de faire 1000 actes par région gratuitement et nous sommes soutenus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les parrains, marraines, élus du Parlement et autres responsables de l'Union africaine ont fait le déplacement pour soutenir l'initiative. L'occasion a été saisie pour installer les jeunes membres du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun. À vous les femmes, cette semaine mondiale sur l'allaitement maternel qui commence, les Camerounaises apprend-on ne sont pas nombreuses à donner le sein au bébé, tout juste 40% le font. On est donc en deçà des 50% de la population féminine recommandée par l'OMS pour ce mode d'allaitement. Laetitia Onana. Le lait maternel est source de bienfaits pour l'enfant nouveau-né jusqu'à au moins l'âge de 6 mois. Le lait maternel est un aliment hautement nutritif, c'est-à-dire qu'il contient tout ce dont le bébé a besoin pour une croissance et un développement harmonieux. Le précieux liquide est d'ailleurs très recommandé dans l'heure qui suit la naissance du bébé. On parle alors de la mise au sein précoce. C'est une intervention essentielle parce que les études montrent que la maman qui a fait la mise au sein précoce réussit l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Et cet indicateur dans notre pays, selon la dernière enquête EDS 2018 menée par l'INS, est de 48%. Moins de 5 enfants sur 10 ne sont mis au sein dans l'heure qui suit la naissance. L'autre indicateur, et pas des moindres, qui appelle à intensifier la sensibilisation est le taux d'allaitement maternel exclusif. Il est de 40% au Cameroun, proche des 50% que vise l'Organisation mondiale de la santé d'ici à 2025. En attendant 2025, roulons un peu en direction du nord-ouest. Pour ce constat, les travaux de construction des routes sont à l'arrêt dans la ville de Bamenda. La dynamique était pourtant bien lancée, suscitant même l'espoir des populations de voir la ville renaître de ses cendres. Le point de la situation avec un de nos correspondants sur place, Laurent Chissoukbe. L'espoir anime les cœurs, mais l'attente semble être longue. À quand la reprise des travaux de construction des principales voies de la cité capitale du Nord-Ouest? La question est au centre de toutes les conversations à Bamenda. Si la route passe, il y aura vraiment beaucoup de clients. Beaucoup de gens vont aussi entrer à Bamenda, vont aussi venir à Bamenda avec les bonnes voitures. Nous, les populations de Bamenda, on attend la Russie. Avant l'arrêt des travaux, depuis bientôt 6 mois, tout avait pourtant bien commencé. Le projet a balayé sur son passage plusieurs maisons, magasins et autres installations. Si le route passe, c'est bon pour nous. Nous, on veut le développement. Les populations du Nord-Ouest qui gardent toujours espoir souhaitent une prompte réaction de la part des pouvoirs publics. Pardon. Il faut qu'on continue le travail ici, parce que ça a trop duré. Bamenda, la ville nourrit des ambitions d'une cité où il fait bon vivre.
Marché boursier régional, les emprunts obligataires des États du Congo et du Gabon sont cotés à la Bourse des valeurs immobilières depuis ce matin au siège de l'institution à Douala. Le ministre gabonais de l'économie et de la relance ainsi que le représentant du ministre congolais en charge du budget étaient présents. Confirmation avec Joseph Itoté de CRTV Littoral. Une fois de plus, la cloche a retenti au siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, attestant ainsi de la cotation des emprunts obligataires des États du Congo et du Gabon. Il s'agit donc d'un feu vert donné aux investisseurs de vendre ou d'acheter les 10 emprunts obligataires avec des taux d'intérêt de placement de 6,25% pour le Congo et 6% pour le Gabon. Les deux pays avaient, suite à un appel public à l'épargne, placé un peu plus de 11 millions pour le Congo et 18 millions pour le Gabon. Les deux valeurs ont généré plus de 302 milliards de francs CFA, soit 113 pour le Congo et 188 pour le Gabon. Les 188 milliards levés vont servir au développement de notre économie dans le cadre de la relance post-Covid, à financer une partie des moratoires de la dette intérieure, mais également à financer le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise. À la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, il n'en faut pas plus pour comprendre que les lignes ont bougé en matière de culture boursière. Nous avons enregistré le même jour, à la même heure, 2 admissions à la cote de la bourse. C'est déjà pour nous le début d'une nouvelle vision que les États ont de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et du marché financier en général. À date, la BVMAC a déjà levé un peu plus de 700 milliards de francs CFA en faveur de l'économie sous-régionale. Elle se positionne de plus en plus comme un mode alternatif de financement de l'économie. Et parlant de l'argent, il fait du bruit dans le journal ce soir. Les pièces de monnaie, précisément, les seules disponibles comptent entre 1 et 10 francs CFA. Elles sont hélas boudées par les usagers qui préfèrent 50 ou 100 francs. Pour comprendre la pénurie des pièces dans les échanges quotidiens, voici les explications de Sidoine Monkam. Nous n'utilisons pas la qualité des pièces ici au marché. Pourquoi? Parce que les clients même n'acceptent pas. Difficile entente entre clients et vendeurs sur un achat avec des pièces de monnaie de couleur jaune. Des scènes comme celle-ci sont récurrentes dans les marchés et grandes surfaces. Les pièces de 1 franc, 5 francs et 10 francs divisent. Si tu l'entends un client, va pas prendre. C'est tellement petit et ça s'échappe facilement. Et si tu vas faire l'achat avec ailleurs, on va refuser, sauf que dans les grandes surfaces là. On ne trouve plus rien qui coûte 5 francs ni 10 francs. Et les pièces sont petites. Quand vous remettez ça à un vendeur, ils ne prennent pas. Face à la rareté des pièces de 50 et 100 francs, les 5 et 10 francs devraient servir d'alternative. Malheureusement, elles n'ont aucun succès auprès des usagers. C'est trop petite. Pas les mains. Et c'est beaucoup. Quand on la prend, c'est comme si c'était pas de l'argent. Bon, par exemple, c'est celle qui est 100 francs. Ou celle-là. Vous voyez, c'est de l'argent, ça pèse. Les pièces jaunes sont vues d'un mauvais œil par l'immense majorité. Si pour certains, elles n'ont aucune valeur, pour d'autres, par contre, c'est tout de même de l'argent. Moi, je prends ça parce que c'est l'argent. Moi, ça me sert. Certaines grandes surfaces les encaissent, mais à une condition. Ici, je prends. Si c'est emballé comme ça, je prends. Mais une fois détaché comme ça, c'est difficile. Parce que je ne pourrais pas rembourser. Les citoyens déplorent cette situation qui perdure et peinent à croire que les pièces de 50 et 100 francs soient rares, alors que les 5 et 10 francs pilulent sur le marché, mais sans le même succès. Autant dire que l'argent a donc bien une couleur. L'enquête du soir roule avec nous à bord des mototaxis, ces engins qui envahissent Yaoundé au point de faire tache et désordre dans la capitale, et ce malgré les interdictions. Comment en est-on arrivé à ce rodéo et comment l'arrêter? Oswald de Medung. De la jungle urbaine de Yaoundé, ils sont les rois. Autoproclamés certes, mais rois quand même. Aujourd'hui, les mototaxis règnent sans partage dans une capitale plus que jamais à leurs pieds. Il est question aujourd'hui de ramener les mototaxis à l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été réservées pour eux et qu'ils doivent s'abstenir aller dans des zones qui sont dans des zones résidentielles, dans des zones présidentielles. N'allez surtout pas leur en faire le reproche. Sylvestre, quant à lui, a trouvé la parade. Un camouflage et un peu de malice et le tour est joué. Nous, on les connaît, non? Nous, on les connaît. Même quand ils sont en civil, nous, on connaît. Vous avez dit strictement interdit aux mototaxis à d'autres. Désormais, ils tutoient les sommets. Ils sont sur les voies, même les plus insoupçonnées, aux grandes dames des autorités.
c'est la porte d'entrée et de sortie du chef de l'État. On ne peut pas les permettre, n'est-ce pas, de le va-et-vient tout le temps comme ils veulent. Et pourtant, il fut un temps où la communauté urbaine avait réussi à les contenir. Mais ça, c'était avant. Image impensable il y a un peu plus d'1 an, une moto en surcharge en pleine poste centrale est devenue banale. Remettre de l'ordre dans les rangs est un impératif, mais encore faut-il savoir manier le bâton et la carotte. Vous savez que dans chaque société, il y a des personnes, n'est-ce pas, eux, ils n'en font rien qu'à leur tête. Donc c'est cette minorité, n'est-ce pas, qui sont en train de nous créer un peu de soucis. Donc nous sommes en train de trouver aussi une solution par rapport à ça. Nous allons sur les sites, nous leur parlons, il faut dialoguer avec eux, leur assigner des objectifs, leur assigner des missions et entre eux, ils s'autodisciplinent par la suite. Grâce à une expansion galopante, les mototaxis dictent toujours leurs lois. En attendant, un hypothétique retour à l'orthodoxie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. « 20h54 et c'est le temps de la lutte contre la pandémie à coronavirus. La vaccination n'entraîne pas de décès de personnes, elle est plutôt protectrice, contrairement à certaines idées reçues et répandues. Voici les précisions du docteur Joseph Fokam, virologue et invité d'Évariste Yenga au centre des opérations des urgences de santé publique ici même à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald, c'est une mise au point à partir d'une préoccupation de plusieurs téléspectateurs qui se sont interrogés après le décès d'un célèbre artiste récemment alors qu'il avait reçu, selon certaines sources, plusieurs doses de vaccins. La question ce soir est de savoir si l'on peut mourir après avoir été vacciné contre le coronavirus Covid-19. Question au docteur Joseph Fokam, il est virologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Docteur, est-ce qu'on peut mourir après avoir été vacciné contre le Covid-19 ? Évariste, c'est une préoccupation très importante et ce que nous avons aujourd'hui comme données récentes sur la vaccination démontre que parmi les personnes hospitalisées, 85% environ sont des personnes non vaccinées, contre 15% seulement pour des personnes vaccinées. Et ce qui voudrait dire que le risque de mortalité reste très élevé lorsqu'on n'est pas vacciné. Et par ricochet, parmi ce petit groupe de personnes vaccinées qui sont hospitalisées, on retrouve surtout des personnes vulnérables, des personnes ayant des comorbidités, comme le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est une personne qui avait une comorbidité assez sévère, ou bien des personnes en âge très avancé, à qui parfois dans d'autres pays, on pense déjà à une 3e dose. Si nous adhérons tous à la vaccination, on maintiendra ce taux faible de positivité qui aujourd'hui est moins de 2% et par conséquent, on n'aura pas de décès dû au Covid-19. Merci à vous, docteur Joseph Fokam. La vaccination n'est pas nocive, elle n'entraîne pas la mort. En revanche, il peut se trouver ce que l'on a appelé plus d'une fois déjà ici, les comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui exposent davantage au coronavirus Covid-19, telles que les infections rénales, telles que le diabète, telles que l'hypertension et le cancer et d'autres comorbidités. Ce sont ces maladies, en revanche, qui peuvent entraîner le décès. Merci Évariste. En un mot, comme en mille, il faut aller se vacciner sans crainte du tout. Vous connaissez sans doute la ville de Ngaoundéré, même seulement de nom, mais savez-vous qu'elle tient justement ce nom d'une montagne ? Eh bien, pour vous le démontrer, partons tout de suite en visite. Nous allons voir le mont Ngaoundéré, destination prisée des sportifs de l'Adamawa. Retrouvons au pied de ce pic notre reporter, Rigobert Timisso. Le mont Ngaoundéré, une montagne au charme particulier, est un site touristique
Le mont Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, remonte même à l'origine du mot Ngaoundéré. Ngao qui veut dire mont, en français, montagne, et Ndéré qui veut dire nombril. Donc on peut résumer entre guillemets donc montagne du nombril. Très historique et culturel, le seul dans la ville à avoir à son sommet une roche pesant des tonnes à l'extrémité pointue. Ça remonte en 1830 avec l'arrivée de peuples qui ont eu des affrontements avec des peuples Mboum qui étaient des peuples autochtones. Donc c'est ici que certains se sont réfugiés pour se cacher de l'envahissement. Au-delà de son histoire riche, le mont, à nos jours, s'est transformé en un lieu de sport pour le bien-être des populations qui s'y rendent chaque week-end. Quand je suis au quartier, il y a mes amis qui me racontent que le sport est bien, les trucs comme ça. Si le Mont, c'est là aujourd'hui, j'ai dit mon Dieu, moi aussi je veux venir découvrir ce que mes amis font. J'aime beaucoup venir au Mont, la beauté des pierres, les herbes, donc la manière que c'est disposé, c'est très beau. Dans notre pays, il y a des sites qu'on peut bien visiter qui permettent aussi des autres de venir d'ailleurs. Tous les symboles et institutions de la ville sont estampillés par l'image de cette montagne qui surplombe la cité capitale de la région de l'Adamawa. Une montagne qui révèle donc une autre facette de notre Cameroun, ce si beau pays. C'est un renouveau de la pensée économique du chef de l'État, désormais dans les librairies. Un auteur camerounais, Jean-Paul Robertson, vient de commettre un livre qui contextualise et met en perspective les propositions majeures de Paul Biya consignées dans son maître ouvrage pour le libéralisme communautaire. En voici l'économie avec Cyril Kingembepe. Le premier moteur de développement économique de la pensée du président de la République, selon Jean-Paul Robertson, est la mise sur pied d'une structure capable de collecter et de commercialiser la production agricole. Une structure de collecte, d'animation. Elle anime le monde rural, elle anime l'EGIC. Elle anime l'EGIC, les encadre en ce qui concerne l'acquisition du matériel agricole, l'acquisition des intrants agricoles. Et une fois la production faite, reprennent cette production, achètent sur place et maintenant pour mettre à la disposition des ménages. L'auteur, fort de son expérience, juge peu productif le modèle basé sur l'informel. Le développement, c'est la monétarisation du secteur rural. Ça veut dire que c'est rendre le paysan riche, l'agriculteur riche. Quand l'agriculteur devient riche, nous amorçons le développement. Dans un pays où 80% de la population vit de l'agriculture, il est urgent de passer à une industrie forte. Une jeune industrie de transformation de nos denrées alimentaires se crée. Mais elle peine à démarrer. Pourquoi? Parce que la matière première est rare, est difficile à acquérir. La révolution agricole et la genèse, c'est elle qui a précédé la révolution industrielle. Une pensée déjà écrite et dont la traduction en action est salvatrice, soutient Jean-Paul Robertson. Et quelqu'un qui connaît bien cette pensée, c'est l'ancien président de la République fédérale du Nigeria qui vient de séjourner à Yaoundé. Olusegun Obasanjo est parrain d'une promotion des diplômés de ICT University, une visite qui remet au goût du jour la relation singulière entre Yaoundé et Abuja. Séverin Legambele. C'est un ami de longue date que le Cameroun vient de recevoir. Les commodités d'accueil à l'aéroport d'Nsimalen étalent à souhait la singularité de l'invité de marque. La première visite ici remonte en 1959, lorsqu'une partie du Cameroun était administrée par le Nigeria. J'étais à Bamenda dans les plantations de thé. Je voudrais profiter de ce séjour pour dire merci à mon frère Paul Biya pour toutes les commodités d'accueil à Douala et à Yaoundé. Par le passé, les présidents Obasanjo du Nigeria et Paul Biya du Cameroun ont conclu à Manasset, dans la banlieue de New York, un accord permettant de régler le différend territorial concernant la souveraineté de la péninsule pétrolière de Bakassi. Aujourd'hui, dans sa conversion, le président Obasanjo reste attaché aux valeurs de la République, la paix, l'unité et le développement économique. À la faveur de la cérémonie de remise des parchemins aux apprenants de ICT University, il est resté proche des options politiques des plus hautes autorités de Yaoundé. Faire de l'éducation
l'éducation, de l'agriculture et de la technologie, des domaines prioritaires du développement. L'agriculture doit être le nœud de notre développement. Quel que soit le milieu de vie, on a besoin de se nourrir soi-même. De même, aujourd'hui, on ne peut se défaire des technologies, de l'information et de la communication. Entre Abuja et Yaoundé, il y a toujours eu cette relation fusionnelle, facteur de cohésion entre les deux pays. Le président du Conseil national de la communication est à Douala depuis ce matin pour sensibiliser les organes de presse. Avant le tour des médias, Joseph Tchébonken Kalaboupse est allé présenter sa feuille de route au gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois. Le compte rendu de Flore Écoulé, des Certivis littorales. C'est une journée marathon pour le président du Conseil national de la communication à Douala. Après le centre et le sud, le littoral est la troisième région qui reçoit la visite du nouveau bureau du Conseil national de la communication. Avant de débuter sa tournée des médias, le président du Conseil national et son équipe ont été reçus par le gouverneur de la région du littoral qui espère que cette tournée de sensibilisation contribuera à un changement des comportements dans les organes de presse. Nous sommes le poumon économique, mais le poumon des opinions divergentes et nous devons tenir compte de tout cela, mais en permettant que les uns et les autres se respectent et se conforment à la réglementation. Le président du Conseil national de la communication est venu sensibiliser les journalistes à la nécessité d'un meilleur traitement de l'information. Les journalistes doivent rester professionnels. Il y a beaucoup de dérapages au niveau de Douala, dans certains organes de presse, par certains individus, par les organes de presse eux-mêmes. Et à ceux-là, ils pourront dans les jours à venir devenir les bons clients pour le CNC. Et ceux qui font leur travail bien, on va faire des awards. L'organe de régulation de presse achève sa tournée des médias de la région du littoral demain 3 août. Balle au sport à présent avec la CAN 2021. Le 17 août est date du tirage au sort de la compétition. La CRTV démarre dès ce soir un compte à rebours qui va nous conduire jusqu'au jour J. Pendant 2 semaines, vous serez édifiés sur l'état des préparatifs, les transformations du lieu de l'événement, mais également quelques grands visages du football africain. Germain Noël Issengue. À événement spécial, traitement grandeur nature. Votre antenne sera au couleur du tirage au sort de la CAN pendant 2 semaines. Une page s'ouvrira sur un sujet particulier en relation avec le rendez-vous du 17 août sur les hauteurs du quartier Ouliga, le palais des Congrès de Yaoundé. Au menu, les coulisses de la préparation, la formule du tirage, l'offre infrastructurelle du pays hôte, le chronogramme de l'arrivée des délégations. Il sera également question d'un traitement spécifique sur les acteurs directs de la compétition avec une incursion au sein des 24 sélections qui feront le déplacement du Cameroun. La CRTV, à travers ces plages, vous fera vivre la fièvre, la température du sujet avec ses fins limiers des régions et du Dex central. Tirage au sort de la CAN dans l'attente d'un grand moment de télévision. Ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Stevo Pendarovski, président de la République de Macédoine du Nord. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 2 août m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de santé et de bien-être pour le peuple macédonien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biya. Ainsi va le Cameroun ce lundi, rendez-vous après le... Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.